Parfait. Je commence très rapidement par me présenter. Donc moi, c'est Justine. Je travaille chez Toutis. Je suis social media manager. Et donc aujourd'hui, on va faire un webinaire qui va parler donc de l'analyse de pratique, la clé du développement continu des compétences. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Stéphane Roquet. J'ai le plaisir de diriger une entreprise de formation et on a l'habitude de travailler l'analyse de pratique avec les managers et les opérateurs, notamment en industrie. Bon. Je vais prendre le relais. Bonjour à tous, Stéphane Datner, je suis l'un des deux cofondateurs de Toutis. Toutis, c'est une plateforme qui a été créée, qui s'est beaucoup inspirée de l'analyse de pratique. L'idée de la plateforme, c'est de proposer en fait un espace d'échange entre pairs et un espace d'échange qui a pour ambition d'aiguillonner la réflexion. Donc, on est vraiment centré sur la question de comment, au travers d'un échange digital, on va promouvoir la réflexion sur un groupe donné. Et donc, on s'est beaucoup appuyé sur l'analyse de pratique pour concevoir l'application et la proposer dans les différents secteurs qui peuvent être intéressés. Voilà, très rapidement, la réflexion sur la pratique, bien évidemment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Je passe la parole à Denis, notre expert. Bonjour à tous. Donc moi, je travaille entre autres avec Stéphane Roquet dans le cadre d'ISOCAN, où je m'occupe de tout ce qui est l'innovation pédagogique. En dehors de ça, mon principal métier, c'est superviseur de coach. Et coach, évidemment, ça va avec. Et en même temps, je développe de l'accompagnement d'entreprises dans les démarches apprenantes. En gros, globalement, comment mettre en place des processus qui rendent l'entreprise apprenante. Et accessoirement, je m'occupe de tout ce qui est l'analyse de pratique, l'apprentissage dans le cadre de SOL, qui est une association, je ne sais pas si vous connaissez Peter Senge, qui est un des premiers initiateurs de l'entreprise apprenante et l'apprenance dans les années 70, donc qui a monté une association qui est vraiment très, très intéressante et qui a une portée mondiale. Et je m'occupe de la recherche dans le cadre de l'EMCC, qui est une fédération de coach, où on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est l'accompagnement de l'apprentissage. Donc voilà, je tourne toujours autour de ces choses-là. Voilà, donc ce que je vous propose, comme on n'a que 50 minutes, je vous propose qu'on avance et qu'on aborde ce sujet. Donc si tu veux changer de page, voilà, donc ça on a fait le tour, vous voyez qui on est. Donc on va travailler sur la valorisation du capital humain, comment documenter et transmettre les savoir-faire de vos experts, et puis quelle est la place de l'analyse de pratique dans tout ça, et notamment dans le développement des compétences ou du professionnalisme du management et des fonctions RH. Voilà. Alors, la page suivante, si tu veux bien. Voilà. Donc, on parle beaucoup de valoriser le capital humain et on a tendance à associer la notion de valeur à la notion d'argent avec l'idée de combien ça rapporte. Et moi, je pense que ce qui est intéressant à se poser comme question, c'est qu'est-ce que vaut le travail dans ce qu'il porte. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement de savoir si la personne va rapporter du fric ou pas, c'est plutôt de quoi elle est porteuse, qu'est-ce qu'elle vaut en tant que personne, qu'est-ce que vaut ce qu'elle fait dans son activité. Et donc, c'est un capital dans le sens où ce avec quoi la personne grandit et fait fructifier qui elle est, c'est avec son expérience. Donc la question, c'est de quoi la personne est porteuse et comment ce dont elle est porteuse se bonifie, évolue dans le temps. Et donc, on ne parlera pas d'argent par rapport à cette notion de valorisation du capital humain. Donc, le travail qu'on aura à faire généralement dans les idées pratiques, c'est de permettre aux opérationnels, quels qu'ils soient, de prendre conscience de l'ensemble des choses qui se faire et qui est vraiment énorme. Parce que contrairement à ce qu'on disait du temps de notre cher ami Taylor, où on disait les opérationnels ne savent pas penser, il faut créer une classe d'individus pour les aider à penser. En fait, nous savons tous penser, nous avons tous une expérience, mais on n'est pas forcément tous capables de la mettre en mots. Et ce qui fait la valeur de mon travail, ce n'est pas forcément l'expérience que j'ai, mais c'est la conscience que j'en ai, c'est-à-dire la capacité que j'ai à produire du discours dessus. On tournera toujours autour de cette idée. La valeur du capital humain, c'est la conscience que j'ai
de ce que je sais faire. C'est Sartre qui disait « savoir, c'est savoir qu'on sait ». Et moi, je reste là-dessus, c'est-à-dire un savoir que j'ignore, un savoir inactif, donc n'existe pas. Mais par contre, plus je suis conscient de ce que je sais faire, plus mon travail a de la valeur. Donc voilà, quand on parle de valeur, c'est plus qu'est-ce qu'il y a et quelle conscience j'ai de ce que je sais faire. Voilà. Donc, on va essayer de distinguer ces choses-là parce que c'est quand même assez important. Quand je parlerai de compétence, la compétence, c'est la capacité que je mets en œuvre. C'est-à-dire que la compétence est toujours liée à un contexte. C'est très important parce que les démarches du type AFEST sont des démarches qui après 50 ans, 60 ans d'errance dans la formation, ont fini par comprendre que ce qui développe les compétences, ce n'est pas le parler à propos des choses qu'on a en formation, c'est le faire et le développement de la conscience du faire. Donc, quand on parlera de compétences, c'est une capacité que je mets en acte dans un contexte particulier. C'est-à-dire que j'ai une compétence à scier un bout de bois, je n'ai pas une compétence en général à scier. Hein, ça, c'est une capacité. Donc, le concept générique, c'est capacité, et dès que ça s'applique à un contexte, ça devient une compétence. C'est pour ça que quand vous entendez parler de socle de compétences, ça me semble être un paradoxe. En fait, il ne peut pas y avoir de socle de compétences dans la mesure où les socles de compétences sont souvent désincarnés, décontextualisés. Voilà, donc ça, c'est important de bien distinguer capacité et compétences. Et le talent là-dedans, ça serait plutôt ce qu'on appelle en français maintenant, pour faire plus intelligent, les soft skills, c'est-à-dire tout ce que je mets en œuvre qui n'est pas forcément lié à une activité, mais qui est une particularité de ma façon de fonctionner, en quelque sorte. Presque, mais pas vraiment, quelque chose autour de ce que je fais intuitivement et naturellement, là où je suis bon, en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est des différences assez importantes. La compétence n'existe qu'en situation. Et du coup, Denis, donc on comprend bien l'apport de la réflexion, de l'analyse de pratique sur comment développer ses compétences. Quel est au fond l'enjeu? C'est-à-dire que comment on va réussir dans une entreprise ou une organisation à mettre ça en musique, si j'ose dire? Ah ben ça, c'est ce qu'on va voir après dans les démarches apprenantes. Mais l'idée qu'il faut bien avoir quand on parle de tout ça, c'est que la construction de l'expérience est une construction plutôt silencieuse. C'est-à-dire que j'acquiers l'expérience d'une manière souvent pas consciente et souvent aussi pas mise en mots. Hein. C'est le travail quotidien dans le silence de l'activité, dans l'intime de l'activité. Je développe mes compétences, que je développe une expérience. Et cette expérience ne devient vraiment de la compétence qu'à partir du moment où je suis capable d'avoir un discours sur cette expérience. C'est-à-dire, je sais faire et je sais que je sais dire d'une manière consciente et explicite comment je m'y prends pour faire. Et c'est un petit peu tout ce qui va fonder les démarches du type apprenance, c'est-à-dire c'est la mise en place de cette capacité de réfléchissement, hein, comme disait Piaget, il ne parlait pas de réflexion mais de réfléchissement, c'est-à-dire la capacité à élaborer un discours sur l'activité. Hein. Et donc, là, cette capacité à élaborer un discours sur l'activité nous amène directement à cette notion d'analyse de pratique, dans le sens où l'analyse de pratique, ce n'est pas l'analyse de ce que je fais, parce que ça, c'est l'analyse de l'activité. C'est l'analyse du discours que j'ai sur ce que je fais. La pratique, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que je dis que je fais. Et il y a une différence extrêmement importante, c'est-à-dire qu'un psychologue du travail qui fait de l'analyse de l'activité, il va observer quelqu'un en train de faire et il va en déduire des process ou des activités ou des choses comme ça. Mais quand je fais travailler quelqu'un en analyse de pratique, notre matière de travail, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est la conscience qu'il a ou le discours qu'il a sur ce qu'il fait. Et il y a entre le discours et la conscience qu'il a une sorte de co-production, de co-élaboration, c'est-à-dire que plus je parle à ce que je fais, plus j'en suis conscient, et plus je suis conscient, plus mon discours est clair. Donc, dans les démarches d'analyse de pratique, donc j'insiste, c'est l'analyse du discours sur l'activité. Le projet qu'on a, c'est l'élaboration du discours crée une capacité à la conscience. La conscience, en l'expérience, transforme l'expérience en compétence explicite et consciente. Et donc, je voudrais revenir rapidement sur cette question-là, c'est partager, transmettre les savoir-faire, parce qu'en réalité, ce qui se passe dans les entreprises
et en plus, de plus en plus, parce que les savoirs évoluent à vitesse grand V, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'importer des savoirs par de la formation ou en embauchant des personnes ou en embauchant des gens qualifiés, parce que le monde du travail évolue beaucoup trop vite. Il devient nécessaire de créer les conditions pour que chacun élabore en continu sa compétence et donc produise en permanence du sens sur ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'apercevoir, ça vous trouverez ça dans un de mes articles, qui est apprendre, c'est travailler, et travailler, c'est apprendre. C'est-à-dire que de plus en plus, le fait d'apprendre devient un acte professionnel. On voit bien ça dans les métiers du digital où si vous arrêtez d'apprendre pendant un an, vous êtes tellement largué que c'est terminé. Donc on voit bien dans ces métiers à très rapide évolution que si chacun n'est pas enjoint en permanence à produire de la connaissance sur ce qu'il fait, sur son activité, eh bien il est très très vite dépassé. Et donc il est nécessaire dans les entreprises d'assurer une continuité des compétences pour faire face à l'incertitude, à la dynamique de changement, mais aussi aux nouvelles technologies qui débarquent, aux nouveaux besoins sociaux. Le Covid, on voit tout ça, ça nous a obligés à évoluer à vitesse grand V. Et on ne peut pas se contenter d'importer ou d'injecter dans l'entreprise du savoir, livresque ou des compétences avec des personnes nouvelles. Il devient nécessaire de faire que chacun produise sa connaissance. Et donc, dans ce sens, l'analyse de pratique, c'est bien un outil qui va permettre, c'est ce qu'on dira un peu après, d'amener chacun à produire de la connaissance et de la compétence sur son activité et aussi, parce que c'est aussi très important, dans l'échange avec les autres. C'est-à-dire que l'entreprise dans sa globalité constitue au travers des démarches d'apprenance un capital de connaissances qui lui appartient. Et ce qui fait que quand il y en a un qui s'en va pour une raison ou pour une autre, eh bien, la connaissance reste, la compétence reste dans l'entreprise parce qu'elle est portée par un collectif. Donc, l'intérêt des démarches du type analyse de pratique, il est aussi là, au-delà de développer la conscience de ce qu'on fait et donc faire consciemment ce qu'on fait et donc devenir compétent, c'est aussi un moyen de donner à l'entreprise, de lui permettre d'élaborer un capital compétences qu'elle va pouvoir partager et renouveler en permanence pour faire face à l'incertitude et au changement permanent. Parce que vous savez bien que quand on est dans des métiers qui évoluent très vite, si je ne sais pas apprendre, ben je vais être largué très vite. Donc en fait, les démarches d'apprenance, au-delà de la construction du capital de connaissances, c'est aussi un moyen de développer chez les personnes la capacité d'apprendre. Donc là, ils apprennent à apprendre pour pouvoir en permanence être capable de produire de nouvelles connaissances. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment le cœur de l'action. Et puis j'ajouterais aussi, nous, on rencontre beaucoup de difficultés dans les changements de poste, changements dans la carrière. C'est-à-dire que non seulement il y a l'évolution des technologies, mais il y a aussi le fait qu'on devient de plus en plus mobile dans l'entreprise, dans sa carrière. Et du coup, on est amené à prendre de nouvelles fonctions et à s'adapter rapidement. Donc là aussi, il y a sûrement des questions à se poser quant à la transmission du savoir. Par rapport à ce que tu dis, alors nous, au niveau de Toutis, on a fait le choix de l'écrit, c'est-à-dire qu'on est convaincu que finalement écrire sur sa pratique, réfléchir en écrivant est quelque chose qui permet, en tout cas dans le monde digital, de prendre une posture, de réfléchir, de faire un pas de recul. Qu'est-ce que tu penses de cette position de l'écrit, si je puis dire, par rapport à l'analyse de pratique? Alors moi, il me semble que l'écrit est au service de réfléchissement, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien de prendre le temps de formaliser, de laisser une trace structurée, organisée, compréhensible par d'autres. Oui, c'est effectivement très important. Mais pour moi, le geste de réfléchissement s'exprime beaucoup plus fluidement, beaucoup plus facilement dans l'oral. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une étape orale qui permet d'éviter l'écueil, ce n'est pas tellement l'écueil, mais disons la médiation de l'écrit qui peut freiner l'expression de la conscience. Déjà, le discours est un frein à l'expression de la conscience. Vous savez que des fois, on n'arrive pas à dire ce qu'on a envie de dire, on aimerait bien le dire autrement, et donc on s'aperçoit que la parole est à la fois le support de la pensée et en même temps son frein. Et c'est aussi vrai pour l'écrit, c'est-à-dire que l'écrit est le support de la pensée, puisque je finis par écrire des choses, mais c'est aussi un frein parce qu'il y a des freins supplémentaires, parce qu'il y a plus de rationalité
dans l'écrit. Donc, il y a davantage de freins mentaux en quelque sorte. Donc, les deux ont du sens, ils ont chacun leur fonction et tout va dépendre de l'intention qu'on a, du projet d'apprenance qu'on a. Donc, tout à sa place. Mais la vraie question, c'est est-ce que je suis conscient de manière claire et explicite de l'intention qui est derrière la méthode que j'emploie. Bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'au fond, les démarches d'analyse de pratique, elles vont s'inscrire dans un ensemble plus global, plus institutionnel de démarches d'apprenants. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans les démarches apprenantes et quelle est la place de l'analyse de pratique là-dedans. Donc, ce que je disais tout précédemment, c'est qu'au fond, l'apprenance, elle va concerner l'individu. C'est-à-dire ce qu'on va chercher à faire dans les démarches d'entreprise apprenante, c'est de faire que l'individu, au travers de son activité, par la relation avec son encadrement, un tuteur, tout ce qu'on veut, enfin toutes les personnes qui contribuent à sa démarche, soit en situation à la fois de développer ses compétences d'apprentissage et à la fois de développer ses compétences. Et donc, le contexte professionnel dans lequel on met va lui permettre d'expérimenter des choses nouvelles, de faire des essais-erreurs, de comprendre ce qui est en train de se passer pour lui, verbaliser, formaliser, écrire aussi, évidemment, etc. etc. Donc, c'est vrai pour l'individu. Mais on va s'apercevoir que c'est aussi vrai pour l'équipe, c'est-à-dire que quand, par exemple, là, ce qu'on avait vu dans une entreprise avec Stéphane, quand on acquiert une nouvelle machine, le mode d'emploi de la nouvelle machine tel qu'il a été fait par le constructeur, c'est un mode d'emploi très général, qui est très bien, parce qu'il a été fait par le constructeur et ça a du sens, mais il se trouve que quand on va utiliser la machine dans un contexte bien particulier, on va être obligé de modifier le process tel qu'il a été prescrit par le constructeur. Et donc, on va s'apercevoir que pour pouvoir fonctionner, l'équipe, mais même l'individu, doit procéder à ce qu'on appelle en psycho du travail une represcription de la tâche. C'est-à-dire qu'au-delà de la prescription qu'on lui donne, il faut qu'il reconstruise une prescription si on veut pouvoir s'adapter au contexte particulier. Et au fond, si vous regardez bien, l'expérience que construit l'individu, c'est dans sa capacité à refonder, à réécrire une prescription, donc à se represcrire les tâches. Et donc, on va avoir cet aspect-là pour les équipes, c'est-à-dire qu'une équipe qui se met à réfléchir au travers des outils comme le TWI, on aura l'occasion, j'espère, d'en parler un autre jour, ce sont des équipes qui refabriquent du process pour le rendre adapté à la particularité de leur contexte. Et donc, elles se mettent à apprendre en tant qu'équipe. Et au-delà de ça, il y a un troisième niveau qui est aussi très vrai, c'est qu'au fond, l'entreprise, quand elle met en place des démarches comme celle-ci, elle produit de la connaissance. C'est-à-dire qu'elle invente des choses. Il y a plein d'entreprises qui se lancent à faire des webinaires parce qu'ils ont plein d'idées, ils ont plein d'inventions, leurs salariés inventent plein de trucs. Donc, l'entreprise produit de la connaissance quand elle met en place des démarches apprenantes. Et ces connaissances produites par les démarches apprenantes, elles ont du sens dans la relation avec les clients, dans la relation avec les fournisseurs, dans tout ça. Donc, toutes ces démarches-là, elles servent au fond la fluidité dans le travail, l'adaptabilité en permanence et le développement des compétences, mais aussi la compétence du client et la compétence du fournisseur. C'est ça aussi qui est très important. Vous vous doutez bien qu'avec tous comment on appelle ça, les webinaires, les tutoriels qu'une boîte comme Leroy Merlin fait pour ses clients, ça a fini par rendre ses clients compétents. C'est-à-dire que quand le client vient, il ne demande pas la même chose qu'il y a 40 ans quand on est en magasin de bricolage. Parce qu'en fait, il se crée de la connaissance, y compris au niveau du client. Ce qui a en plus comme avantage de fidéliser le client, mais ça, c'est autre chose. Donc, en fait, on va s'apercevoir que ce qui est en train de se passer, qui est intéressant, c'est que les démarches apprenantes développent la compétence à tous les niveaux. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Voilà. Comment installer ça alors? C'est-à-dire que nous, on est souvent confrontés à des gens qui nous disent « Oui, mais on n'a pas le temps, on est débordé, etc. » Donc, on aimerait le faire. Mais finalement, les gens sont à droite à gauche, sont débordés, etc. Donc, comment mobiliser en fait toutes les forces dont on dispose autour de cette réflexion sur la pratique? Comment justifier cette mobilisation? Ouais. C'est une bonne question, mais moi, l'argument que je n'ai pas le temps, c'est un argument que je ne reçois pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de faire du sport, je n'ai pas le temps de faire une psychothérapie alors que je ne suis pas bien dans ma tête. Bien sûr, je n'ai pas le temps, mais j'ai que le temps que je me donne. C'est-à-dire que si les entreprises n'ont pas compris que mettre les gens dans des démarches apprenantes, ça rapporte de l'argent au bout du compte, et rapidement, hein, encore une fois, j'ai plein d'exemples
ou mettre en place une démarche apprenante, ça a permis, par exemple, en 15 jours, de faire passer le rebut machine de 30% à 5%. Donc, on a mis un peu d'énergie dans ce truc-là. 3 mois après, il y avait des gains, bénéfices énormes. Donc, l'argument « j'ai pas le temps », c'est comme quelqu'un qui me dit « j'ai pas le temps de faire du sport », bah écoute, fais pas, hein, ça c'est ton problème. Donc, moi, je ne suis pas du tout, comment dire, j'essayerai pas de convaincre quelqu'un de ça. Par contre, c'est intéressant de travailler avec des gens qui te disent « il faut qu'on s'y mette parce que sinon, on n'y arrivera pas ». Si tu viens me voir en me disant « sport parce que j'ai 25 kilos à perdre », c'est pas pareil que s'il me dit « oh là là, ça serait bien, je perds du sport, mais j'ai pas le temps ». J'apporterai, par rapport à ce que tu disais, Stéphane, j'apporterai 2 points. D'une part, on a toujours le temps, ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, ils ont toujours le temps de refaire une deuxième fois ce qu'ils ont mal fait la première fois, hein. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour mettre en place les dynamiques apprenantes, ce qui fonctionne bien aussi, c'est de partir des problèmes et des problématiques du terrain. Et en fait, on apprend quand on vient résoudre des problèmes. Ce qui fait le lien entre la dynamique apprenante et le terrain, ou le travail, si vous voulez. Et le fait de développer une compétence dans la résolution de problèmes, c'est aussi un moyen de mettre en place la dynamique apprenante. On apprend par la résolution de problèmes. Et aujourd'hui, cette compétence de résolution de problèmes est une des compétences recherchées par le monde du travail. Moi, j'ajouterais que quand on propose en fait une démarche autour de nos solutions, on essaye dans une première phase de cadrage peut-être de définir quels sont des enjeux qui sont intéressants à la fois pour l'entreprise, parce que quelque part, c'est elle qui va consentir l'investissement, qui va décider, donc il faut qu'elle s'y retrouve, et les gens qui participent. C'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir aux enjeux à la fois de l'entreprise, de l'organisation et des gens qui participent à cette réflexion sur la pratique. Alors, qu'est-ce que l'analyse de pratique et quelle est sa place dans cette chose-là? Donc, je disais tout à l'heure, l'analyse des pratiques, ce n'est pas l'analyse du faire, mais l'analyse du discours sur le faire. C'est le discours sur l'activité. Ça veut dire que quand quelqu'un rentre dans une démarche d'analyse de pratique, alors généralement, comme disait Stéphane Roquet, c'est à partir de ses erreurs, on apprend à partir de ses erreurs. Pour une raison assez simple, c'est que si je ne fais pas d'erreur, c'est que je savais déjà. Donc, forcément, si vous ne faites pas d'erreur, c'est que vous n'avez rien appris. Donc, la source de l'apprentissage, c'est l'errance ou l'erreur. C'est-à-dire qu'à un moment, on est hésitant, on ne sait pas trop, on ne sait pas si on a bien fait ou pas. Tout ça, ce sont des matières à prendre comme objet de travail, la représentation qu'on se fait de son activité. Et l'analyse de pratique, globalement, c'est une manière organisée, structurée, sous la responsabilité de quelqu'un dont c'est le métier, et qui n'a pas d'enjeu dans le process, de permettre l'émergence d'une conscience et d'un discours sur l'activité. C'est-à-dire que je peux aider quelqu'un à partir du moment où, par exemple, je ne suis pas son chef, parce que si je suis son chef, il ne va pas vouloir admettre facilement qu'il a fait une erreur, sauf, ça dépend, on peut avoir aussi une bonne relation avec son chef, mais ce n'est pas gagné, parce que le chef, généralement, il a des enjeux, et il est dans des enjeux de réussite. Donc l'intérêt de l'analyse de pratique, c'est d'être dans un espace de travail, généralement un espace protégé, dans lequel le fait de poser sur la table ses difficultés, ses erreurs, ses manques, n'est pas préjudiciable pour la personne. Donc ça c'est assez central. Mais on peut aussi voir que dans les démarches du type, les outils du type TWI, ce sont des espaces de réflexion dans lesquels il y a une valorisation de l'erreur, et donc à ce moment-là, on va retrouver, comme dans les situations de coaching, une possibilité que le groupe mette sur la table ses erreurs et ses difficultés. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'analyse de pratique, elle prend comme objet de réflexion l'activité. C'est-à-dire que plus je vais parler à propos de mon activité, plus je vais me professionnaliser et donc plus je vais me développer mes compétences. C'est-à-dire que je vais transformer mon expérience en compétences. L'expérience, c'est ce que je sais faire même si j'en suis pas conscient, hein, c'est intuitif et je sais même pas comment je fais pour. Hein, par contre, la compétence, c'est quand cette expérience, elle est devenue consciente. C'est surtout ça. Elle est rendue consciente par la formalisation, le réfléchissement, c'est-à-dire l'élaboration d'un discours sûr. Voilà, donc ça, c'est un peu le cœur de la question. Et en fait, tout ça, ça renvoie
voilà, à cette notion-là, qu'est-ce que se professionnaliser? Parce qu'en réalité, se former, se professionnaliser sont des choses qui sont, on va dire, plutôt différentes. Et c'est intéressant d'être clair sur les termes. L'étymologie de se professionnaliser, en français, je ne sais pas si vous connaissez, mais le mot professionnel a une origine assez intéressante. Ça vient de prophémie, parler à propos d'eux. C'est-à-dire que dans les couvents, vous aviez les novices qui n'avaient pas le droit de parler. Et puis plus vous gagnez en sagesse et en maturité, et plus vous vous rapprochiez de Dieu, plus vous étiez autorisé à parler. Et donc, en fait, se professionnaliser, c'est être légitime pour produire du discours. Alors, nous, on ne parlera pas de Dieu, ou en tout cas pas moi, mais c'est cette idée de dire, cette légitimité à produire un discours sûr, c'est ça, se professionnaliser. Et donc, les démarches d'analyse de pratique, dans la mesure où leur objet, c'est justement l'entraînement à l'élaboration d'un discours légitime sur son activité, ce sont des processus professionnalisants. Contrairement à la formation, où dans son sens traditionnel du terme, quand vous allez en formation sur un contenu particulier, vous allez apprendre, je ne sais pas quoi, la gestion de projet ou des choses comme ça. On va plutôt appeler ça, moi j'aime bien ce terme-là, une offre de signification. C'est-à-dire en fait, l'enseignant, il vous offre quelque chose à penser, déjà organisé, déjà structuré, et donc il vous dit, tiens, ben, regarde ce truc-là, je te l'offre, fais-en ce que tu veux. Et donc la formation dans son sens, la formation basée sur les contenus en ce sens, elle est initiatrice, c'est-à-dire qu'en fait elle permet d'accéder à des offres de signification, mais en aucun cas elle ne garantit l'intériorisation, l'intégration de ces offres de signification. Et l'intérêt des processus de professionnalisation, alors moi je travaille surtout sur le management des entreprises, c'est que en fait ce qu'on va faire quand on va voir des managers d'analyse de pratique, c'est les amener à se professionnaliser dans ce sens-là, c'est-à-dire au fond intégrer, intérioriser les compétences qu'ils ont en développant de la conscience. Je pense qu'on saisit, moi j'essaye de saisir un peu l'analyse de pratique. Souvent la difficulté qu'on a quand on présente ce type de dispositif à des entreprises ou des organisations, c'est que sur le concept, les gens adhèrent sans problème, ils comprennent très très vite qu'en explicitant ce qui se joue, ils se professionnalisent. Après, ça devient plus compliqué si on se dit, je ne sais pas, moi j'ai une société de 1000 personnes sur 4 sites et je cherche à mettre en place ce type de dispositif. C'est la dimension organisationnelle de tout ça qui me paraît être une difficulté à laquelle nous, on est parfois confrontés, je veux dire. Oui, c'est très bien, mais c'est l'étape suivante, c'est-à-dire une fois qu'on a bien compris qu'au fond, se professionnaliser, c'est créer des espaces dans lesquels, au travers de l'expérience que conduit la personne, elle produit de la connaissance et de la conscience sur ces processus-là. La question qui se pose maintenant, et c'est pour ça que ça vient bien on n'a pas répété, hein, monsieur Dab, mais ça vient bien là, c'est comment on fait pour mettre en place des processus dans une organisation pour que l'entreprise devienne apprenante. Et donc là, c'est un petit peu ce que vous avez noté ici, installer des contextes apprenants et savoir les accompagner. La vraie question, c'est ça, c'est-à-dire comment est-ce que par rapport à une personne, comment est-ce que je crée des progressions d'action qui ont une fonction apprenante, c'est-à-dire qui tiennent compte des prérequis nécessaires à la tâche et des acquis de la personne, pour la mettre dans des tâches qui sont dans ce que moi j'appelle sa zone proximale de conscience. C'est-à-dire la tâche qui va lui permettre de progresser, c'est une tâche qu'elle sait faire un petit peu quand même, il ne faut pas qu'elle soit, hein, si je vous demande un cours d'économie en chinois, je ne sais pas comment vous ferez, mais moi j'y arriverai pas, parce qu'il faut à minima que je connaisse le chinois. Donc, quelles sont les choses qu'il faut savoir à un minimum? C'est ce qu'on va appeler les prérequis à la tâche. Quels sont les acquis de la personne qui me montrent quels sont ses prérequis? Et quel est le petit pas que je vais lui permettre de faire, qui va lui permettre de se tromper sans que ce soit un échec? Donc voilà, la grande difficulté, elle est là, c'est comment je crée des contextes, quelle stratégie pédagogique je mets en œuvre pour que les contextes soient apprenants suffisamment, sans que ce soit non plus de grande source d'échec, et aussi, c'est très important, comment celui qui accompagne l'apprenant dans ces processus-là est capable, par un questionnement spécifique, d'amener l'apprenant
à verbaliser, à prendre conscience de ce qui s'est passé pour lui. Voilà, donc globalement, c'est ça. C'est comment je crée des contextes apprenants, comment j'entraîne, par exemple, les tuteurs à être capables d'élaborer en continu des contextes apprenants et comment je les amène à savoir les accompagner. Voilà, globalement, c'est ça. Je dirais aussi, Denis, pour compléter, qu'on doit installer des contextes apprenants et s'assurer de la répétabilité de ces contextes. Parce que on rencontre encore dans les entreprises des personnes qui veulent mettre en place des contextes apprenants, mais ils vont le faire une fois. Alors que ce qui est la force du contexte apprenant, c'est bien d'assurer sa répétabilité pour que la personne puisse se tromper plusieurs fois qu'elle puisse se tromper plusieurs fois pour qu'elle puisse atteindre le succès. Et non seulement ça, mais il faut qu'elle puisse répéter cette tâche suffisamment souvent pour ne pas perdre. Ça, c'est comme vous faites du piano. Si vous arrêtez un an, vous ne savez plus jouer. Donc, les tâches que je vais donner aux personnes, il faut qu'elles aient suffisamment d'occasions pour s'en servir régulièrement, de façon à ce qu'elles les gardent, que la compétence reste. Donc, il y a toutes ces questions de répétabilité qui sont extrêmement importantes, effectivement. Et donc, maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, on a eu 2 questions. Denis, je te laisse les lire pour y répondre. Alors, tous les 3. Je répondrai sur le sujet des soignants en abordant la Haute Autorité de Santé qui propose l'analyse de pratique comme outil d'amélioration des pratiques. Pour autant, sans recommander que cela passe par quelqu'un dont c'est le métier. Ça passe par un père qui anime les échanges avec une préparation en amont. Ben, écoutez, moi, d'abord, je serais mal passé pour vous dire qu'il ne faut pas faire comme ça, parce que je le fais dans mon métier de superviseur de coach. Mais en même temps, c'est une compétence. C'est-à-dire que pour que cette activité soit professionnalisante. Alors maintenant, on peut faire ça juste pour discuter ensemble et échanger sur nos pratiques professionnelles. Ça peut être utile et intéressant. Mais si on veut qu'il y ait un véritable acte de professionnalisation, c'est vraiment un développement d'une capacité à élaborer un discours conscient sur son activité et du développement de compétences. Je pense qu'on ne peut pas se passer de l'utilisation d'un expert en accompagnement. C'est un peu comme si vous me disiez le coaching c'est facile, moi je coach mes collaborateurs. Non. Je peux être le psychothérapeute le plus génial du monde, je ne travaille pas avec mes enfants et ma femme parce que c'est juste pas légitime du tout. Donc la présence d'un intervenant extérieur, ça répond à 2 nécessités. Un professionnalisme dans la méthode, parce que ça s'apprend, accompagner, et 2, une neutralité qui fait que n'ayant pas d'enjeu, il n'y a pas de jugement, il n'y a aucun jugement, et il y a de la part des participants une confiance qu'il ne peut pas y avoir si on est avec des gens avec qui il y a des enjeux. Donc, pour moi, c'est absolument rédhibitoire. On ne peut pas travailler avec des gens, sauf si on est dans des échanges. Je veux dire, on peut se rencontrer pour discuter. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais ce n'est pas professionnalisant. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut imaginer, ça, moi je l'ai fait dans des grands groupes industriels, c'est de former des gens, mais qui n'interviennent pas sur leur site. On peut imaginer un manager qu'on forme au mentorat ou au tutorat et qui va aller mentorer ou tutorer des gens qui sont en Chine, en Australie, ailleurs, et où on sait, par la façon dont ça fonctionne, qu'il n'y aura pas d'enjeu, il n'y aura pas de retour. Donc pour moi, ça c'est indispensable. Alors ça c'est une bonne question aussi, la différence entre analyse de situation et analyse de pratique. Alors, l'analyse de situation, en fait, il y a 3 choses. Il y a l'analyse de l'activité, c'est-à-dire ce que je fais, quel est le déroulé de ce que je fais, est-ce qu'on peut faire un synopsis de mon activité, je commence par quoi, ensuite je fais quoi, Après, il y a l'analyse de la situation, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que je fais, quel est l'impact systémique sur l'ensemble de la situation, c'est-à-dire il y a d'autres partenaires, quel est l'effet des partenaires sur moi, la rétroaction de moi sur les partenaires. Donc, dans l'analyse de situation, il y a une dimension systémique qu'il n'y a pas dans l'analyse de l'activité. Et l'analyse de pratique vient un peu englober tout ça dans la mesure où elle propose un travail de réflexion sur l'image, la représentation que vous vous faites de cet ensemble-là. C'est-à-dire que quand j'ai un manager en analyse de pratique, comme en coaching d'ailleurs, au fond, on navigue entre l'analyse de l'activité et l'analyse de situation. C'est-à-dire qu'on parle de son contexte, de ses collaborateurs ou des gens avec qui il est en relation, etc., des effets de rétroaction, etc. Donc l'analyse de situation, c'est une dimension systémique. L'analyse de l'activité, c'est vraiment la description de l'action. Et l'analyse de pratique, c'est l'analyse du discours sur l'activité. De la présence d'un cadre dans les analyses de pratique, moi, je suis absolument… ça, c'est moi. Mais
dans un groupe d'analyse pratique, il ne doit y avoir aucune personne ayant des enjeux avec les participants. Aucune personne ayant des enjeux avec aucune. Ni le hiérarchique, ni le DRH, ni rien. Non. Ça, c'est rédhibitoire. Pour moi, c'est la seule règle d'or que j'ai, c'est aucun lien hiérarchique entre les participants, que des gens en parité. Parce que sinon, il n'y a pas de confidentialité possible. Et même si les gens vous disent « Mais oui, mais mon chef, je l'aime bien, ça fait des années qu'on travaille ensemble, c'est chouette. » C'est pas vrai. Ça ne marche pas. Alors, je vais même vous raconter une petite histoire que j'ai trouvée très intéressante. Pendant 6 ans, j'ai animé des groupes dans un site Thales de la région parisienne. Et donc, le groupe a fonctionné depuis déjà 3, 4, 5 ans, un truc 4 ans, ouais. Et un jour, il y a un des participants qui participait comme les autres très bien. Là, c'était des journées très bien. Il arrive en disant « Ah, j'ai une grande nouvelle. Je change de niveau, je passe au niveau N+2. » Eh bien, la journée a été sabotée parce que le fait que la personne s'identifie comme étant dans un rapport hiérarchique, en étant toujours sympa, gentil et tout, les gens étaient « Ah ouais, c'est chouette et tout. » Mais en fait, on n'a rien fait dans cette journée. C'est-à-dire que inconsciemment, la personne dit « S'il y a un hiérarchique, je ne fais pas. » Donc, pour moi, faites ce que vous voulez, mais pour moi, c'est rédhibitoire, c'est non. Enfin, moi, j'aurais peut-être une question. Alors, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière Toutis, hein, mais finalement, l'enjeu autour de l'analyse de pratique, tel que ça se passe habituellement, c'est-à-dire je suis à 6 ou 7 pairs autour d'une table. Je réfléchis sur une situation pendant 1h30, 1h30, 2 heures en profondeur. Sur le papier, ça marche bien, c'est intéressant, etc. Après, il m'est arrivé plusieurs fois, moi, de rencontrer des sociétés. Je me souviens même d'une réunion avec un cadre de santé qui travaillait pour 3 GHT, qui commence par m'expliquer l'analyse de pratique, je connais très bien, j'en fais tout le temps, il n'y a aucun souci. Et en sortant de réunion, elle me dit finalement, en fait, j'arrête pas de courir entre mes 3 GHT, j'ai pas le temps et j'arrive pas à participer à ces différentes réunions, j'arrive pas à être présent. Donc, quel est finalement, j'ai l'impression que on est en face d'un dispositif très efficient, très efficace, mais la rapidité du monde dans lequel on vit, la surcharge de travail, etc., fait que c'est au fond très compliqué à organiser. C'est même pas seulement le temps dont on dispose, c'est-à-dire c'est même coordonner 6 ou 7 agendas, c'est parfois très très compliqué. Donc comment dépasser ça au fond? Je sais pas. Moi, j'ai pas de réponse. La seule chose que je dis, c'est que si on a vraiment envie, on trouve le temps. Et on va s'apercevoir, moi j'ai X expériences comme ça, plus vous amenez les gens à prendre ce temps de recul, plus ils dégagent par ailleurs un temps. Mais je vais vous donner un petit exemple. Alors, il est comment dire, il est presque caricatural, seulement c'était énorme, mais il est réel, hein, c'est pas une blague. Donc moi j'ai animé pendant longtemps dans des grandes entreprises, des groupes d'analyse de pratique, et un jour j'ai une manager qui vient et qui me dit moi, j'ai compris comment tu fais, donc la façon de poser les questions, la façon de renvoyer à l'autre son regard sur ce qu'il fait, etc. Elle me dit, je fais pareil avec mes collaborateurs et du coup, ça me fait gagner du temps. Alors moi, je lui dis, c'est bien, c'est sympa. J'ai enregistrement en plus, hein, si vous ne me croyez pas, je peux vous passer l'enregistrement. Et je lui dis, ça te fait traîner combien de temps 20, 30%, un truc comme ça. Elle me dit, non, 70% de mon temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manager qui se donnait comme challenge de toujours solutionner les choses de ses collaborateurs. Et donc, dès qu'un collaborateur venait, elle était toujours prête à lui donner plein de solutions, plein de réponses, plein de choses comme ça. Et donc, elle passait son temps à s'épuiser, à penser à la place de ses collaborateurs. Ce genre de démarche-là, ça donne un recul qui permet à la personne de savoir exactement quand c'est efficace d'intervenir et d'avoir le geste juste. Hein. C'est la métaphore, c'est l'acupuncteur qui met une aiguille où il faut et pas deux. C'est ça l'idée, si vous voulez, c'est que vous allez gagner tellement de temps à arrêter de vous épuiser, à courir dans tous les sens, à faire n'importe quoi, que vous allez dégager largement plus que le temps que vous allez mettre dans l'analyse de pratique. Ça, je vous dis, ça fait 25 ans que je fais ça, 30 ans que je fais ça, c'est systématique. Vous croyez que vous n'avez pas de temps, c'est parce que le temps est suffisamment mal organisé pour que vous n'arriviez pas à dégager ce qu'il faut pour. Mais on peut travailler là-dessus. Oui, ceci près, pour ce qui me concerne, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que
au fond, c'est pas tellement seulement le temps de la personne qui organise, mais c'est également le temps de tout le monde. C'est-à-dire qu'au fond, on a un groupe c'est chacun des intervenants, c'est l'engagement en fait de tous les participants qui est compliqué. Bon, je parlerai pas des hôpitaux, mais j'étais la semaine dernière avec un directeur des soins qui m'expliquait qu'il y avait 30% de ses effectifs en moins. Donc, le problème il y a deux problèmes. La surcharge, ça c'est un, et deux, l'organisation, c'est le deuxième souci. Et du coup, le troisième, c'est comment engager pas seulement celui qui paye, mais l'ensemble des participants. Non, si on met les personnes dans des conditions impossibles, du genre il y a 30% de personnel en moins, on fait tous 30% de surtravail, non, moi je ne fais pas. Juste, je ne fais pas. C'est-à-dire que pour que les choses se passent bien, il faut qu'il y ait suffisamment de disponibilité et de libération de la charge mentale pour qu'on puisse travailler. Donc moi, je ne suis pas là pour forcer. Non, ça, c'est pas du tout dans mon état d'esprit. Si les conditions sont telles qu'on ne peut pas le faire, ne le faisons pas. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Par ailleurs, il y a aussi le pourquoi on fait de l'analyse de pratique. Si on ne va pas chercher le why, hein, le pourquoi on le fait, dans ce cas-là, on peut avoir le sentiment du millefeuille et on fait de l'analyse de pratique, plus on fait autre chose, plus. Alors que si on a le pourquoi on fait de l'analyse de pratique et qu'on a une réponse à un problème ou à une problématique, alors ça devient un outil pour résoudre la problématique. Et dans ce cas-là, ça a du sens. Sinon, effectivement, ça peut être juste un gadget et le risque, c'est de le laisser de côté parce que c'est en plus de tout le reste, alors que ça devrait être un moyen de faire le reste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je suis en démarche là, je travaille. Ce n'est pas en plus du travail, c'est une autre façon de travailler. Quand je réfléchis avec mes pairs sur notre activité, on est au travail. Donc, on ne fait pas ça de 5 à 7, non. On est au travail, ça fait partie du travail. Penser son travail, c'est encore travailler. Super. Et il y avait une dernière question. L'analyse de pratique dans notre structure, effectivement, nous n'avons pas la présence d'un cadre en groupe. Que pensez-vous du caractère obligatoire pour les professionnels, au moins à l'auteur d'un certain temps par an? Nous prévoyons 48 séances. Waouh, 48 séances à l'année, ouf, super. Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Ce que j'ai tendance à dire, c'est la participation à un groupe d'analyse de pratique doit être volontaire. C'est-à-dire, je ne peux pas obliger quelqu'un, parce que quand on l'oblige, il va saboter, il va freiner, il va pas être là, il va pas supporter ce qui se passe parce que on voit les gens qui dévoilent leur intime et du coup, c'est bon. Si quelqu'un a vraiment pas envie d'être là, moi, j'ai aucun problème. C'est tout à fait normal que les personnes ne viennent pas. Par contre, ce qui me semble intéressant, c'est d'imposer la participation au moins à une séance. C'est-à-dire qu'on dit, vas-y une fois, si tu n'as pas envie d'y aller, aucun problème. Ce n'est pas un souci. Par contre, il faut que tu y ailles une fois, ne serait-ce que pour que tu vois ce que c'est et que tu vois si ça correspond à ce dont tu as besoin en ce moment. Mais après, si tu ne reviens pas, ce n'est pas un problème. Donc moi, c'est ma stratégie. Et ce que je dis souvent au DRH quand on programme des séances d'analyse de pratique, il y a des conditions que j'exige absolument. Donc la première, c'est il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de gens qui ont des enjeux par rapport à certains participants. La deuxième chose, c'est qu'il y a une confidentialité totale, c'est-à-dire que vous ne saurez pas, en tout cas de moi, ce qui se passe dans le groupe. Les gens feront ce qu'ils veulent de ce qu'ils construisent, et si après ils veulent s'en servir dans la relation hiérarchique, c'est leur histoire. Moi, je ne suis pas là pour porter les valises des autres. C'est un deuxième point. Et le troisième point qui est très important, c'est que la participation est volontaire. Donc, on peut dire, faites une séance, si vous voyez que ça ne vous correspond pas, vous ne revenez pas. Et ça m'arrive assez souvent d'avoir des gens qui viennent et qui ne reviennent pas. Donc, obligé, c'est vraiment une très mauvaise. Ce n'est pas de la formation, si vous voulez. Dans les démarches, on est plus près des démarches coaching qui supposent de s'ouvrir, de mettre sur la table son intime, de mettre sur la table ses faiblesses face aux autres. Donc, on ne peut pas imaginer d'obliger quelqu'un à faire ça. Ça serait catastrophique. Par contre, on peut lui dire, vas-y une fois et tu verras. Alors, on a une question, une lecture à conseiller. Le bouquin que j'ai écrit en 2005 est épuisé. Il faudrait que je le réédite. Donc, sinon, il y a plein de choses sur l'analyse de pratique. Vous allez trouver plein de trucs. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait l'analyse de pratique de manager. Donc, ciblé vraiment sur le management. Je ne sais pas si on peut encore trouver des exemplaires. Des vidéos, moi j'ai fait plein de choses justement sur le dernier bouquin que j'avais écrit qui s'appelait Attention Management.
dans lequel j'essayais de montrer comment, au fond, le travail du manager, c'est plus un travail d'attention qu'une question de compétence, et comment la professionnalisation par l'analyse de pratique a comme fonction de développer la capacité à être attentif aux autres, à soi, à ce qui se passe. Donc ça, vous devrez pouvoir trouver, je ne sais pas, peut-être je vous donnerai des liens avec des vidéos de YouTube. Nous, on a été, enfin, dans la conception de Toutis, on a été beaucoup influencé en fait par Pierre Vermersch, qui a beaucoup travaillé sur l'entretien d'explicitation. L'entretien d'explicitation, c'est en fait comment on va guider quelqu'un dans la description de ce qu'il a vécu. Et du coup, ça l'amène bien évidemment à expliciter en fait les situations qu'il peut vivre. Donc, on a été beaucoup influencé par ça dans la conception de Toutis. Donc, moi, je recommanderais ça, mais bon, voilà. Ça, moi, je dois dire que j'ai été assistant chez Pierre pendant pas mal d'années. J'ai beaucoup bossé avec lui et c'est mon outil de base. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, tout ce que je fais comme pratique au quotidien en analyse de pratique, c'est l'entretien d'explicitation. Donc, effectivement, 100% d'accord. Dernier ouvrage que je vous conseillerais, c'est celui auquel on a participé avec Denis, qui s'appelle Le design du travail en action, où vous allez retrouver comment les systèmes d'organisation apprenante, comment on va impliquer à travers, par exemple, l'analyse de pratique, les ouvriers, les experts qui sont sur leur poste de travail. Et c'est un ouvrage qui est édité par la Fabrique de l'Industrie. Et ça reprend des témoignages, des belles réussites que nous, on a eu avec Denis le plaisir d'accompagner. Et on continue toujours à travailler sur cette notion de travail, de nouveau design du travail en industrie, parce que aujourd'hui, que ce soit dans la santé ou dans l'industrie, la digitalisation, la transformation digitale va amener à travailler avec des outils comme l'analyse de pratique pour développer l'employabilité et assurer l'onboarding de tout le monde dans ces industries 4.0, hôpital apprenant, etc., etc. Alors, question santé, je vous invite à lire le bouquin qu'on vient de sortir là, cette semaine. Ça s'appelle « Innovation et management des structures de santé en France », dans lequel j'ai eu le plaisir d'écrire un article qui est édité par LEH Éditions, des éditions hospitalières, sous la direction de Jean-Luc Stanislas. Il y a 54 auteurs, notamment des directeurs d'hôpitaux, des choses comme ça, sur lesquels on échange sur toutes ces nouvelles pratiques d'accompagnement de la santé en France. Si vous voulez l'info sur ce livre, dites-le moi, je vous passerai le lien avec l'éditeur. Donc, c'est « Innovation et management des structures de santé en France ». Ça vient de sortir, le 4, c'est sorti. Parfait. Écoutez, je crois que c'est la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été satisfaits des interventions de Denis, Stéphane. Et puis, on est en train de réfléchir à la suite, à ce qu'on peut vous proposer par la suite. Donc, on reviendra sans doute vers vous à nouveau, en fait, pour proposer d'autres sujets de réflexion. En tout cas, merci de votre écoute et de votre participation. Eh bien, merci, hein, c'était très bien. Merci de votre réactivité. C'est tout bon. On peut se quitter ici et puis on se dit à la prochaine fois alors. Bonne soirée à tous. Oui. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci.